et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mesabo, votre compagnon dans l'apprentissage de la data science et de l'intelligence artificielle. Alors, c'est le troisième épisode de la série NumPy du zéro et soyez les bienvenus. Dans cet épisode, nous allons principalement comprendre la création de tableaux en NumPy ici. Et du coup, je vous invite, donc on va commencer. Ok, je vous invite déjà, avant de commencer à installer Anaconda, si ce n'est pas encore fait, Anaconda, comme ça. Faites la recherche sur Google et vous avez ce genre de résultats ici, par exemple, Anaconda. Vous cliquez là-dessus et voilà, c'est gratuit et skip et etc. Si c'est un MacBook ou un Windows, vous installez ce qui vous convient tout simplement. Voilà, une fois que c'est installé, vous devez avoir je vous présente le mien par ici. Vous devez avoir quelque chose comme ça. Donc Anaconda avec plusieurs applications à l'intérieur, et ces applications, ce qui nous intéresse, c'est surtout Jupyter Notebook que nous utilisons. Vous pouvez aussi utiliser Jupyter Lab ou encore VS Code qui est là. Il y a plein d'autres applications qui sont disponibles que vous pouvez utiliser. Voilà, selon vos besoins, ce qui vous convient. Mais je vous recommande Jupyter Notebook. Ok, je ferme ça. Yes. Ok, donc l'objectif de cet épisode, c'est d'apprendre à créer différents types de tableaux NumPy, à savoir pourquoi est-ce qu'il faut les utiliser, comment il faut les utiliser, à quel moment il faut les utiliser aussi. Maintenant, tout ça, là, on va se concentrer sur la fonction de pourquoi. Voilà. Et en parlant de pourquoi ici, on dira que parce que les tableaux NumPy sont à la base de presque toute la data science et l'intelligence artificielle. Donc, que vous soyez en train de faire des études ou bien la recherche, la programmation machine learning, le calcul scientifique, basé sur les séries temporelles, les signaux audio, des images, des vidéos, des vecteurs de poids, jeux de données, etc., vous serez amené à créer des tableaux dont on va les utiliser. Du coup, apprendre à les créer est déjà la base de tout projet sérieux. Alors, sans plus tarder, on va déjà commencer en essayant d'importer NumPy. Donc, comment est-ce qu'il faut importer NumPy? On fait juste import comme ça, NumPy. Voilà, c'est assez simple. Et c'est ça nous suffit. Par contre, étant donné, comme nous allons utiliser NumPy de façon régulière, donc répétée dans cet épisode, il est plus intéressant d'avoir un nom plus court. Donc un alias, c'est pourquoi on fait as np. Et voilà, plutôt que d'utiliser à chaque fois un nom assez long. Donc une fois qu'on l'a fait, on exécute ici, ou bien on fait run cell, et puis bon, voilà, ça va. Ok, maintenant que c'est fait, voilà, c'est fait, nous allons voir par la suite comment est-ce qu'on peut manipuler le tableau, initialiser le tableau, générer le tableau, etc., etc. Et on va voir cette première catégorie de fonctions NumPy pour manipuler le tableau, mais qui contient d'abord trois fonctions: la fonction array, la fonction arrange et la fonction linspace. La fonction array, quant à elle, permet de manipuler des données existantes. Donc, supposons que vous avez un tableau Excel qui contient des données financières, etc. Vous ne pouvez pas la manipuler directement avec NumPy. Il faut la convertir d'abord en données NumPy. Donc, c'est là que la fonction array intervient. Quant à la fonction arrange, elle permet de générer des séquences régulières. Par exemple, on veut avoir un tableau de données où on incrémente de 2 ou de 3 à chaque fois, c'est-à-dire 2, 4, 8, 6, 8, etc. Ou encore 3, 6, 9, 12, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est là que ça intervient. Et la fonction linspace, quant à elle, elle permet de découper un intervalle précis. Voilà. Donc vous pouvez avoir un intervalle comme intervalle 0 et 1, intervalle 1 et 5. À l'intérieur, vous voulez avoir un certain nombre avec des écarts bien, avec un écart commun. Voilà.
Donc, voyons voir tout ça, comment ça fonctionne, en commençant par NumPy Array. Donc, comme on l'a dit, Array fonctionne avec des données existantes. Sans parler de données existantes, on va déjà créer, puisque nous n'avons pas de base de données déjà qui existe. Donc, on va faire 5.2, 5.2, ok. On va faire 7.4, 8.1. Voilà notre tableau qu'on a ici. Et ce tableau-là, on va la convertir en tableau NumPy. Donc, on fait AR égale NumPy.array comme ça. Et on dépose le tableau à l'intérieur. Quand on exécute, le résultat continue dans array. Et ok, AR. En exécutant AR, voici le tableau ici. Maintenant, ce n'est plus une liste simple, ça devient un tableau NumPy, tout simplement array. Voilà, donc ce tableau NumPy là, on peut l'utiliser, on peut appliquer tout type de fonction NumPy là-dessus. Ce qui convient, bien entendu. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on passe à la fonction suivante qui est arrange. Donc, dans cette fonction arrange là, nous allons voir comment est-ce qu'on peut générer des séquences régulières comme expliqué. Pour générer des séquences régulières, toujours NumPy point la fonction qui est arrange avec un seul R à l'intérieur. Tout ce que nous avons besoin de faire à l'intérieur, c'est de disposer les nombres correctement. Donc, quand je dis correctement, cela revient à dire on commence où? On commence à 0. On termine où? On termine à 10. Changeons un peu les choses. On termine à 11, comme ça. Et on fait un pas de combien à chaque fois? On fait un pas de 2. Et en exécutant, on a fait 0, 2, 4 jusqu'à 10. Certes, on n'a pas atteint 11 parce que après 12, on devait aller à... Enfin, après 10, on devait aller à 12. Et comme 12 ne fait pas partie de cette tranche-là, alors on s'arrête à 10 tout simplement. Voilà, donc on peut répéter la même chose ici comme ça. Prenons ici 11, mais cette fois-ci avec un pas de 3. Vous verrez, on exécute, on s'arrête à 9 parce que après 9, le prochain, en ajoutant 3, on passe à 12. Donc c'est voilà, un tout petit peu ça. Quant à la fonction linspace, oh, j'aime bien cette fonction. Elle va me permettre de découper un intervalle bien de façon précise comme je souhaite. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va faire ici NumPy.linspace entre parenthèses. Je commence de 0 à 1. Ça c'est mon intervalle qui est là. Et combien de nombres à l'intérieur je veux? Je veux 5. Ok, on va mettre 5 valeurs à l'intérieur. Donc, j'exécute ça. Voilà. Linspace. Le vocabulaire. Okay. L'orthographe. Voilà. Donc, on a array 0 jusqu'à 1. Si vous comptez bien, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 nombres qui sont séparés par on va dire, un espacement bien régulier. De 0, on passe à 0,25. De 0,25, on passe à 0,50. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Répétons un peu cet exemple. np.linspace. Cette fois-ci, on va commencer peut-être de changer un peu les choses. Mettre peut-être, je sais pas moi, moins 3 à 1. Mais à l'intérieur, on aura 10 nombres. Voilà. Donc, si on exécute ça, 10 nombres de moins 3 jusqu'à 1. En exécutant. Voilà. Linspace. Voilà. Donc de moins 3 jusqu'à 1. Et on a le même écart, c'est la même chose. De moins 3, on passe à moins 2, 50. De moins 2, 50, on passe à moins 2, 1, etc. Lui se charge de définir, de trouver la bonne valeur dans les écarts. Voilà. Tout ce qu'on veut, nous, c'est 10 nombres qui sont séparés par le même écart, qui commence par moins 3 et qui s'arrête à 1. C'est tout ce qui nous intéresse. On a initialisé notre tableau, ça nous suffit. Donc on vient de parcourir la toute première partie, dans la première catégorie de fonctions pour les tableaux. Quant à la deuxième catégorie de fonctions ici, il s'agit des fonctions zeros, ones et full. J'aime bien aussi ces fonctions-là. La fonction zeros, par exemple,
on va essayer de générer un tableau à une dimension, dans un vecteur. Tout simplement ici, on va faire NumPy zeros. À l'intérieur, cette fois-ci, il y a une petite différence. Ça va prendre, on va mettre une autre parenthèse. Donc, ces zéros là, on va donner une dimension qui est de 3. Voilà, une dimension 3. Tout simplement, ça nous suffit. Voilà, quand j'exécute, j'ai 3 zéros là-dedans. On peut donner 5 autant qu'on veut, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, et je répète, et puis, ok, cette fois-ci, je l'ai pas encore dit, la fonction zeros permet de réserver de l'espace mémoire. Voilà un peu son rôle en quelque sorte. Donc, un autre tableau encore, NumPy.ones, NumPy.ones à l'intérieur. Et ce ones là, c'est un tableau de 2 dimensions, prendre 2 lignes, 3 colonnes, comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. 2 lignes, 3 colonnes. Ça fait une première ligne ici, comme vous pouvez le constater. Une deuxième ligne là. On a déjà vu ça dans l'épisode précédent. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande de jeter un coup d'œil rapidement pour comprendre les dimensions avant de continuer ici. C'est très important. Voilà. Maintenant, l'avant-dernier, c'est des nombres entiers de 0. Donc, les nombres entiers de 0, copier ceci. Lorsque j'ai copié ceci, le nombre entier de 0 là, j'ai besoin de combien de nombres entiers? Voici, je l'élimine. J'ai besoin de peut-être 5 nombres entiers. 5 nombres entiers, voilà. Donc, dtype equal int. Voilà, j'exécute. C'est pas trop, c'est pas trop d'importance, mais alors c'est un peu ça. Vous pouvez générer les types que vous voulez, que ce soit des complexes, des non complexes. Un exemple complexe. Vous voyez un peu la différence. Vous voyez un tout petit peu que des zéros, mais c'est des nombres complexes. Le type c'est complexe. Donc on revient ici à notre type entier. Voilà. En parlant de non complexe, ça tombe bien parce que qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe? Pour ceux qui ne le savent pas, un nombre complexe, c'est un nombre qui est représenté par une partie réelle et une partie imaginaire. Et donc, le nombre i qui est là, ça dit sous forme de a plus b fois i. I ici, quand on l'élève au carré, ça donne moins 1. C'est le principe mathématique qui est là. Voilà. Vous pouvez essayer de vous documenter un tout petit peu sur le net. Ce qui est ici, c'est de générer des nombres entiers de 1, comme ça, ones. On va prendre ici un générer 3. dtype complexe. Voilà. On exécute. Et on a des nombres complexes. 1 plus 0, j. Donc ça, c'est la partie réelle et ça, c'est la partie imaginaire avec le j qui s'accompagne, bien entendu. Voilà. Et on vient de finir la deuxième catégorie de fonctions sur le tableau ici. La troisième ici, c'est la fonction i. La fonction i ici pour créer une matrice identité. Donc, une matrice identité ici, qu'est-ce qu'on veut dire par matrice identité? Vous verrez par vous-même NumPy.i en parenthèse. Combien? Une matrice d'identité, c'est une matrice, on va dire, qui a, comment je vais appeler ce truc-là? J'oublie un peu le nom. Je le fais déjà. 5 comme ça. Comment je oublie le nom? La première diagonale, voilà. Donc la première diagonale ici, qui est remplie de 1. Et là, tous les autres nombres sont des 0, 0, 0, 0. C'est une matrice identité. Voilà. Donc on peut créer autant de matrices d'identité qu'on veut. Comme ça, on va faire une autre matrice d'identité. 2, 2. Comme ça. 2, 2. Voilà. Comme ça. 1, 1. Et puis 0, 0. Voilà un tout petit peu ce qu'on appelle matrice identité. Donc, c'est une fonction très, très intéressante ici, surtout lorsqu'on manipule des données un peu avancées. Et voilà. Donc, la dernière partie ici, c'est les tableaux aléatoires. Ils vont nous permettre de simuler des tests
enfin, de simuler ou de tester un modèle. Ce que ça veut dire. C'est l'objectif ici pour les tableaux aléatoires. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire par rapport au tableau aléatoire? Dans les tableaux aléatoires, on a 3 ici tableaux aléatoires que nous avons essayé de créer. Donc, un tout premier, c'est un tableau qui contient des valeurs uniformes entre 0 et puis 1. Le deuxième, c'est dans un entier aléatoire. Et le troisième, c'est qui suit une loi normale, dont la loi de Gauss. Voilà. Le premier tableau aléatoire ici, donc, c'est d'utiliser numpy.random. Donc, en parlant de l'aléatoire ici, en programmation Python, le mot anglais ici qui est adopté, c'est random. Et à l'intérieur de random de ce module-là, nous avons d'autres fonctions comme, enfin, de la classe random ici, nous avons d'autres fonctions comme rand, int, rand, etc., etc. Je vous laisse découvrir sur le site officiel du NumPy. D'ailleurs, vous pouvez visiter comme ça, numpy.org. Quand vous venez ici, documentation, voilà, tout est là, from user guide. Donc, vous avez tout ce que vous voulez ici. C'est d'ailleurs ce que nous allons essayer de parcourir tout ça là, en enrichissant ce qui est proposé. Voilà. Donc, revenons ici à nos moutons. Donc, random. Comme il s'agit, bien entendu, de générer des, on va dire, des valeurs uniformes entre ce que je vais dire ici 0 et 1. Donc on va dire ici random.rand entre parenthèses 0 et 1. On exécute ça. Qu'est-ce qui se passe là? Random shape 0 0 1. Ok. 2. Est-ce que ça peut... Ok, voilà. Donc, nous venons de simuler, on va dire un tableau aléatoire. Donc, un tableau aléatoire qui contient des valeurs uniformes de dimension 2 ici. Voilà, une matrice 2, tout simplement. Et le second ici, c'est numpy. Des entiers aléatoires. Des entiers aléatoires, ça fait numpy toujours random.randint. Randint, entre parenthèses. Voilà, donc ce que nous allons faire ici, c'est de préciser également. On commence de 0. On va s'arrêter peut-être à 5. Et puis, on va donner la forme qui est de 3, 2. Voyons voir un exemple. C'est ça. Voilà. Donc, de façon aléatoire, on a généré un tableau dans une matrice de dimension 3 lignes, 2 colonnes. Une première ligne, une deuxième ligne et une troisième ligne. Et les 2 colonnes, la première colonne, une deuxième colonne. Donc, vous l'avez bien vu. Voilà. Qui contient des valeurs entre 0 et puis 5. Donc, vous ne verrez pas de 6 ici, vous ne verrez pas de moins 7 ici, vous ne verrez pas, c'est pas quoi. Voilà. Donc, toutes ces valeurs qui contenues dans cette matrice sont dans cet intervalle 0 et 5. C'est très important. On va générer autrement. Vous allez voir que ça va changer. Et donc, on s'amuse à faire un autre. La même chose aléatoirement. Vous verrez que c'est pas la même chose. Donc, à chaque fois, ça change. Vous allez exécuter 1000 fois. Vous pouvez avoir 1000 résultats différents. Enfin, voilà. Donc, 1000 combinaisons différentes. Voilà ce que je voulais préciser ici. Donc, on peut agrandir un peu ici, comme ça. 7 colonnes. Cette fois-ci, en allant entre, disons, moins 3 et 2. Et si on exécute, voilà. Donc, 3 lignes, comme ça, et comme ça, et 7 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7e colonne. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je vous invite à vous amuser avec ça. Une fonction extrêmement importante dans cette partie-ci, c'est la loi normale. La loi normale ici, ou encore la fonction de Gauss, c'est une fonction qui permet de modéliser les phénomènes naturels.
un peu comme les catastrophes naturelles. Ça permet de prédire un peu les catastrophes naturelles. Ça permet aussi en ingénierie, par exemple, de déterminer la durée de vie d'un objet ou encore d'un produit. Donc, on peut construire un moteur, une machine. Il faut savoir d'avance à quel moment cette machine va se détériorer. D'où la loi normale fait son apparition, son importance ici. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça que vous pouvez documenter sur Internet. Donc, comment est-ce qu'on va essayer de générer une matrice ici suivant la loi normale? On va faire toujours la même chose. Rand n pour dire que normal, en parenthèse. Prenons ici valeur maximale 3 ici. Voilà, c'est-à-dire quoi? On va générer 1, 2, 3. Donc 3 valeurs à l'intérieur et qui suivent la loi normale. Voilà. Pour l'instant, on ne représente pas et on verra dans d'autres épisodes, dans d'autres séries comme Matplotlib, comment est-ce qu'on peut visualiser tout ça. Pour l'heure, on se concentre sur comment est-ce qu'il faut créer, comment est-ce qu'il faut générer avant de pouvoir les visualiser plus tard. Faire les choses pas à pas. Voilà. Et comme nous arrivons presque à terme de cet épisode, on va faire un quiz rapide. Ce quiz, donc quiz 0 ici, que fait ce code qui est là? Donc vous avez une proposition ici qui est une proposition de réponse. A. Ce code génère un bruit aléatoire. B. Ce code crée une séquence temporelle sinus. C. Ce code crée une matrice aléatoire. Et D. Ce code résout une équation. Donc quand vous l'analysez, quelle est votre réponse? Donc vous avez prenez quelques minutes pour réfléchir et pour comprendre, et vous pouvez l'implémenter chez vous pour voir ce que ça donne. Mais voilà, si vous avez choisi cette fois-ci la réponse, c'est bien B. Si vous avez choisi B, alors c'est correct. B, pourquoi? Voilà. Ok, la réponse B, ce code crée une matrice aléatoire, tout simplement. Donc on a déjà, on génère un tableau ici, NumPy ici avec linspace de 0 et à 2 fois pi et 100. Voilà, 100 valeurs ici. Donc on va convertir ça en signal ici avec la fonction sinus tout simplement. Et on va, avec la fonction sinus, signal, on va découper à la fin les 5 premiers. Donc on exécute tout ça pour pousser tout ce qu'on vient de dire. Donc on a 5 nombres au final, tout simplement à la fin. Du coup, pour récapituler cette partie là, c'est que array agit sur la fonction array agit sur les données existantes. La fonction arrange, quant à elle, agit sur des séquences entières. La fonction namespace permet de faire des découpages réguliers, donc on parle d'intervalle ici. De même pour les fonctions zeros, one et full, c'est pour faire de l'initialisation. Et la fonction I permet d'initialiser aussi une matrice identité, créer une matrice identité avec la première diagonale qui contient ce qui ça doit contenir. Par exemple 1. Voilà. Et pour générer des valeurs aléatoires, donc pour faire des tests aléatoires, on utilise des fonctions rand, int, rand n, etc. qui proviennent de la fonction random dans le module NumPy. Voilà ce qu'il faut retenir ici. Du coup, pour le prochain épisode, ce que nous allons essayer de voir, donc pour ce qu'on retient ici, d'abord, array agit sur les données existantes, je répète encore, arrange agit sur des séquences entières, donc des séquences d'entiers plutôt, et zeros, etc. pour l'initialisation, et les autres pour des tests aléatoires. Encore une fois, le meilleur reste à venir. Donc, restez branchés, likez, commentez, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager. Laissez des commentaires, je prendrai le soin de répondre à chacune de vos inquiétudes et vos sollicitations, etc. Pour le prochain épisode, ce que nous allons voir, et ce sera précisément une continuité dans ce sens que nous venons de voir. On va dire jusque là, c'est un tout petit peu théorique. Donc,
Pour rendre ça un peu complet, on va voir des choses, donc des fonctions qu'on peut appliquer dessus, comme la fonction shape, ndim pour la dimension, dtype pour le type et bien d'autres choses encore. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Je retrouve à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.